Le Wyoming, des paysages à couper le souffle. Dans cet état de l'Ouest américain, des formations volcaniques spectaculaires côtoient des canyons vertigineux. Et ces terres comptent plus d'animaux sauvages que d'habitants. Les hommes y ont pourtant laissé leur empreinte, comme ces mystérieux vestiges d'une tribu ancienne, ou ces mines géantes creusées par des colosses d'acier. Ou encore ces champs pétrolifères immenses qui enflamment le ciel des grandes plaines et dérangent les écologistes. Le Wyoming, c'est aussi le légendaire parc national de Yellowstone. Des montagnes enneigées toute l'année et des paysages où se mêlent le ciel, la terre et l'eau. Ici, des cow-boys chevauchent toujours dans les plaines ou de façon plus sportive dans les rodéos. Car les habitants du Wyoming sont très attachés aux traditions et ils défendent leurs valeurs. Qu'il s'agisse de condamner des actes de haine ou de défendre le droit de vote des femmes, comme ils l'ont fait avant tout le monde. Explorer le 44e État américain, c'est faire un formidable voyage dans le temps et dans les grands espaces sauvages. Bienvenue dans le Wyoming. À la fin du 19e siècle, un groupe de prospecteurs atteint les montagnes encore méconnues du nord-ouest du Wyoming. Mais à la place de l'or, ces pionniers font une découverte stupéfiante, qui reste encore aujourd'hui un mystère pour les historiens et les scientifiques du monde entier. Ils découvrent ce grand cercle de pierre, baptisé la roue de médecine de Big Horn. Ces 28 rayons semblent disposés en fonction des cycles solaires et lunaires. Mais ce site de cérémonie amérindien demeure une énigme. Sa construction remonterait à environ 500 ans. Pourtant, cette roue repose sur une terre peuplée depuis plus de 7000 ans déjà à l'époque. Les premiers Amérindiens à s'installer dans la région, il y a 12 000 ans, seraient des peuples de la culture Clovis. Ils chassent du gros gibier, tel que des mammouths. D'autres groupes ne tardent pas à les suivre, comme celui de Folsom et d'Eden Valley. Il y a environ 500 ans, les ancêtres des Amérindiens actuels commencent à affluer dans la région, en quête de terre et de nourriture. Vers les années 1600, des Shoshones arrivent du Nevada. Puis, un siècle plus tard, c'est au tour des tribus Arapaho, Crow, Cheyenne et Sioux de s'installer dans les grandes plaines. Mais le vent tourne au début du 19e siècle, quand un peuple aux ambitions guerrières entreprend de coloniser le Wyoming. Les Européens. À commencer par les chercheurs d'or et les pionniers. Le plus célèbre d'entre eux est un explorateur et trappeur nommé Jim Bridger. Il est l'un des premiers colons européens à découvrir le grand lac salé dans l'Utah et les geysers de Yellowstone. Mais il doit surtout sa notoriété à ses qualités de guide hors pair. En 1822, Jim Bridger se joint à une expédition de trappeurs qui remonte la rivière Missouri en direction du Wyoming. Avec ses compagnons, il sillonne la région à la recherche de peaux de castor à vendre dans l'est du pays. La population de castors est rapidement décimée par des expéditions comme celle-ci. Et Jim Bridger doit trouver un autre moyen de subsistance. À cette époque, des trains transportent des milliers de pionniers vers l'ouest des États-Unis.
et ils traversent tous le Wyoming. Jim Bridger et son associé Louis Vasquez comptent bien saisir cette opportunité. En 1843, ils ouvrent un comptoir commercial dans la vallée luxuriante de la rivière Black's Fork. Pendant 10 ans, ils prospèrent et leur petite entreprise devient une étape incontournable sur la piste de l'Oregon. Mais en 1853, des Mormons accusent Jim Bridger de vendre illégalement de l'alcool et des armes aux Indiens. Ils tentent de l'arrêter, mais Bridger s'enfuit dans les montagnes. Les Mormons saisissent son comptoir et le transforment en fort. Il s'y retranche quelques années plus tard, quand il s'oppose au gouvernement fédéral pendant la guerre de l'Utah. En 1857, un chef mormon incendie le fort pour l'empêcher de tomber aux mains de l'armée. Aujourd'hui, il ne reste que ce muret carbonisé. Pour asseoir son autorité dans la région, l'armée construit son propre fort sur le site en 1858, qui porte toujours le nom de Fort Bridger. Il peut accueillir jusqu'à 350 soldats, et il abrite une école ainsi qu'une résidence pour le commandant. Pendant 30 ans, le site reste une étape importante pour les pionniers qui traversent le Wyoming par milliers, en direction de l'Oregon et de la Californie. Aux abords de ces formations rocheuses appelées les Oregon Buttes, le flot des pionniers s'écoule naturellement vers la côte ouest, à la conquête d'une vie meilleure. Beaucoup de Mormons passent par ici pour atteindre le Grand Lac Salé, plus au sud dans l'Utah, qu'ils considèrent comme leur patrie. Mais en chemin, un obstacle infranchissable en met plus d'un à genoux. Les Church Buttes. Ces formations en grès de 25 mètres de haut rappellent aux Mormons les lieux de culte qu'ils ont laissés derrière eux dans l'Est. En les apercevant, beaucoup s'arrêtent pour prier. La plupart de ces pionniers ne font que passer dans le Wyoming, mais certains décident de tenter leur chance. En 1897, 27 familles mormones s'installent dans cette vallée, au pied de la Blacktail Butte. Les hommes y construisent des maisons et des fermes et commencent à exploiter la terre. Le sol sablonneux est moins fertile qu'ils ne l'espéraient, mais ils persévèrent. Pendant des décennies, ils travaillent d'arrache-pied pour réaliser leurs rêves. Thomas Moulton passe 30 ans à construire cette simple grange. Aujourd'hui, elle se dresse comme un témoignage de l'obstination des Mormons à dompter une nature inhospitalière. C'est l'un des sites les plus photographiés de l'État, notamment parce qu'il a pour décor un paysage ouest-américain célèbre, les pics enneigés de la chaîne des Tétons. Les Amérindiens Shoshone, qui peuplent le nord-ouest du Wyoming avant l'arrivée des colons, ont un rapport spirituel à cet environnement. Ils vivent au pied d'une chaîne de montagnes qu'ils appellent les Tivnotes et qu'ils considèrent comme l'incarnation de leurs ancêtres. Mais quand des trappeurs français arrivent dans la région au XIXe siècle, ils voient dans ces pics une image très différente. Ils leur donnent un nom français, les Tétons. Le plus haut sommet de la chaîne est gratifié du titre de Grand Téton. La plupart des Américains ignorent sans doute ce qu'il signifie. Ces pics sont parmi les plus jeunes de la chaîne des montagnes rocheuses. Ils se dressent désormais au centre du parc national Grand Téton. Ils se sont formés par soulèvement, suite à la collision de deux sections de la croûte terrestre. Ces sommets sont encore relativement épargnés par l'érosion, contrairement à beaucoup d'autres pics des Rocheuses.
De nombreuses tribus, comme les Shoshones, les Blackfeet, les Crows et les Nez percés, venaient ici au printemps pour chasser, cueillir des plantes et ramasser des minerais. À l'approche de l'hiver, ils redescendaient dans les vallées moins froides. Du haut de ces 4200 mètres, le Grand Téton est le point culminant de la chaîne. Il continue de s'élever très vite à l'échelle géologique, jusqu'à 30 cm tous les 300 ou 400 ans, à mesure que le bassin s'affaisse à l'est. Cette vallée verdoyante qui s'étend au pied de la chaîne des Tétons a été baptisée Jackson Hole. Elle porte le nom du trappeur David Edward Jackson, qui venait souvent camper ici au début du XIXe siècle. À l'ère glaciaire, plusieurs glaciers ont sculpté des bassins dans le sol et des lacs alpins se sont formés, comme celui-ci, baptisé le lac Phelps. En 1965, des investisseurs font construire un complexe hôtelier. Il est niché en périphérie de la vallée, dans le village de Téton. C'est aujourd'hui une station de ski très prisée des Américains. Elle offre l'une des pistes les plus longues du pays, de plus de 1200 mètres. La vallée a bien changé depuis sa découverte par le trappeur David Jackson, et notamment le long de la rivière Snake, où se dresse désormais une succession de villas luxueuses. Parmi les propriétaires de ces résidences secondaires se trouvent d'anciens PDG de grosses firmes, une héritière de l'une des plus grosses fortunes américaines et un descendant de Rockefeller. Suite à la flambée de l'immobilier, cette vallée paisible est devenue l'un des sites les plus chers des États-Unis. Une résidence plus modeste détonne parmi ses propriétés démesurées. Elle a été en partie construite par l'acteur Harrison Ford, menuisier de formation, qui a acheté ses 300 hectares de terre en 1985. Il s'est considérablement investi pour la préservation de cette vallée. Contrairement à ces résidents fortunés, les habitants permanents de la région vivent dans le sud-est de la vallée, dans la ville de Jackson. Fait exceptionnel, l'histoire de cette ville est marquée par des femmes. En 1894, Maggie Simpson reprend le bureau de poste de la région et le renomme Jackson. 3 ans plus tard, Grace Miller, la future maire de la ville, achète des terres et fait construire des rues et des commerces. Elle fait également construire ce parc, aujourd'hui célèbre pour son arc en bois d'élan à l'entrée. En 1920, la ville élit un conseil municipal composé exclusivement de femmes, une première dans l'histoire de l'Amérique. Les hommes n'étaient peut-être pas les bienvenus à la mairie, mais ils l'ont toujours été dans ce bar. Cet établissement est le premier du Wyoming à obtenir une licence d'alcool à la fin de la Prohibition. Il reste un lieu incontournable de la ville pour les résidents et les touristes, qui viennent s'asseoir sur les tabourets en forme de selle de cheval. En 1953, son propriétaire ajoute cette enseigne lumineuse. Elle est depuis un symbole de l'époque des cow-boys. Des hommes et des femmes continuent d'exercer ce métier aujourd'hui. Une fois par an, ils font une démonstration de leur savoir-faire à l'occasion du rodéo de la petite ville de Sheridan. L'objectif est de monter sur un cheval ou un taureau sauvage et de tenir au moins 8 secondes sur son dos, comme l'exigent les règles du rodéo. Mais l'épreuve la plus difficile est sans doute la capture du veau au lasso. Un premier candidat doit attraper le veau par la tête, l'autre par les pattes, de façon parfaitement synchronisée. Le Wyoming
a bien mérité son autre surnom, d'État des cow-boys. Dans ces grandes plaines, les garçons vachers sont mis à rude épreuve tous les jours. L'élevage du bétail dans le Wyoming remonte aux premiers colons. Quand ils sont partis vers l'ouest en quête de terres plus riches, ils ont abandonné leurs bêtes. Elles se sont reproduites et les nouveaux arrivants ont formé les premiers troupeaux. En 1870, le territoire comptait déjà 8000 têtes de bétail. De riches fermiers en ont fait venir du Texas. Et en 1886, il y en avait 1,5 million. Aujourd'hui, l'élevage est la première activité agricole du Wyoming. Mais c'est loin d'être la seule. Ici, dans le comté de Sheridan, on cultive entre autres du foin, de l'orge et du blé. Plus de 12 millions d'hectares sont consacrés au secteur agricole dans tout le Wyoming. Mais une activité engrange des bénéfices encore plus importants dans cette région des États-Unis. Elle ne consiste pas à cultiver la terre, mais à la creuser. Il s'agit de l'exploitation du charbon. Au cours de millions d'années, de vastes étendues de végétation humide se sont transformées en combustible fossile. En mourant, ces organismes deviennent de la tourbe qui donne à son tour du charbon. Il faut des machines énormes pour l'extraire de ces mines à ciel ouvert, parmi les plus grandes au monde. Pour atteindre les veines de charbon, les pelles creusent 24 heures sur 24. Celle-ci est appelée une dragline, ou pelle à benne traînante. Son godet est suspendu à une flèche de grue et traîné au sol par des câbles en acier. Les déblais sont ensuite évacués par des camions-bennes appelés tombereaux. En 2013, plus de 100 millions de tonnes de charbon ont été extraites ici, dans la mine de North Antelope Rochelle. C'est la plus productive des États-Unis. L'industrie minière est en plein essor dans tout le Wyoming, car la demande mondiale de charbon ne cesse d'augmenter. Il faut en permanence des machines plus puissantes pour creuser de plus en plus profond. Comme cette dragline dans la mine de Black Thunder. Sa flèche de 110 mètres de long, son godet de 122 mètres cubes et sa cabine de la taille d'un appartement lui ont valu le surnom de Ursa Major, ou Grand Ours. Il a fallu 3 ans pour l'assembler ici, sur le site. Sa puissance hors norme lui permet de déplacer plusieurs centaines de tonnes de terre en quelques secondes. Il faut dire qu'elle-même pèse 6700 tonnes. Malgré sa taille, elle est commandée par un seul opérateur en cabine. La démesure d'engins miniers comme la Grande Ourse suscite beaucoup de controverses auprès des organisations écologistes. Dans le Wyoming, la majeure partie du charbon est extraite de mines à ciel ouvert. Mais un autre trésor se cache sous terre. De vastes gisements de pétrole, enfouis à des milliers de mètres de profondeur. Il donne lieu à un paysage unique dans le Wyoming. Plus de 90 km² tapissés de puits de pétrole. Le champ pétrolifère de Salt Creek est l'un des plus anciens au monde. Si le gisement de Salt Creek est encore exploitable aujourd'hui, c'est grâce aux nouvelles technologies. La recherche dans ce secteur évolue en permanence. Ces hommes sont en train de creuser de nouveaux puits où l'extraction du pétrole est facilitée par l'injection de CO2. L'excédent de gaz est ensuite brûlé et recraché dans l'air par des cheminées. Pendant le boom pétrolier, toutes les ressources extraites du champ de Salt Creek sont envoyées vers le sud, à Casper. En 1847,
les Mormons menés par Brigham Young traversent en bateau la section nord de la rivière Platte. La liaison est maintenue et pendant les décennies suivantes, des milliers de pionniers l'empruntent. Quand le chemin de fer arrive dans la région, la ville de Casper se développe autour de la rivière. La découverte de pétrole à Salt Creek à la fin du 19e siècle en fait la capitale pétrolière des Rocheuses. Cet événement est symbolisé par cette réplique de derrick en bois qui se dresse au bord de la rivière. Aujourd'hui, Casper est la deuxième plus grande ville de l'État, avec près de 60 000 habitants. Elle abrite une raffinerie immense pour stocker le pétrole du gisement voisin. Depuis plus de 100 ans, les ingénieurs cherchent des moyens d'extraire les ressources naturelles du sol. Mais il existe un lieu dans le Wyoming où cette énergie jaillit d'elle-même avec une force inégalée. C'est l'un des points chauds volcaniques les plus instables du monde, le parc de Yellowstone. Au début du 19e siècle, des explorateurs et trappeurs reviennent des montagnes du nord-ouest du Wyoming, éblouis par une région qu'ils appellent Yellowstone. Une région comme ils n'en ont encore jamais vue, si féerique qu'on les soupçonne d'affabulation. L'explorateur Jim Bridger parle d'un canyon si profond que l'écho de sa propre voix résonne jusqu'au petit matin. Des prospecteurs écrivent un récit de voyage sur ce qu'ils ont vu au-delà du canyon, mais il est catalogué comme une fiction. Au fil du temps, les histoires se multiplient, si bien que le géologue Ferdinand Hayden décide un jour d'en avoir le cœur net. En 1871, Hayden conduit une expédition de 32 hommes dans cette vallée mystérieuse. Parmi eux, un zoologue, un botaniste, un minéralogiste, plusieurs cartographes, le photographe William Henry Jackson et le peintre Thomas Moran. Hayden et ses hommes savent déjà que Yellowstone abrite des points chauds volcaniques. Mais ils ignorent que ces points chauds se trouvent dans le cratère effondré d'un supervolcan endormi. Sa dernière éruption a formé la caldeira actuelle il y a environ 640 000 ans. Le magma a jailli de ses entrailles et a créé un nuage de cendres qui s'est répandu du Canada au Mexique jusqu'à la Louisiane. Aujourd'hui, les scientifiques affirment qu'une autre explosion se produira un jour à Yellowstone. Toute la question est de savoir quand. Ce qui ne dissuade pas les visiteurs de venir admirer ces captivants paysages volcaniques. Quand Hayden et les hommes de son expédition les découvrent en 1871, ils n'ont jamais rien vu de pareil. Ils décident de poursuivre leur exploration et le 28 juillet, ils atteignent les rives du lac Yellowstone. Ils y installent leur camp de base. À ce stade, ils ne doutent plus de la véracité des propos entendus sur la région. Ils entreprennent de la cartographier dans ses moindres détails, à l'aide de photos, de croquis et de statistiques, à commencer par le lac. Ils ont conscience des dangers courus depuis la mésaventure d'un certain Truman Everts l'année précédente. Cet explorateur a passé 37 jours dans la vallée, sans cheval ni vivre. Quand les secours l'ont enfin retrouvé, il errait sur les rives du lac Hurt, en plein délire et à l'article de la mort. Il ne pesait plus que 25 kilos, et il était si sale que les hommes l'ont pris pour un ours blessé. L'expédition de Hayden suit le cours de la rivière Yellowstone jusque dans le canyon décrit par Jim Bridger. Baptisé depuis le Grand Canyon de Yellowstone,
Ils zigzaguent à travers un plateau formé par la lave, suite à l'éruption du supervolcan. La chaleur extrême de l'explosion a ramolli la lave et a permis à l'eau des glaciers de s'y infiltrer. Quand la lave a durci, l'eau a donné à la pierre cette couleur jaune. Quand le géologue et son équipe rentrent de Yellowstone, ils suscitent la fascination avec le récit de leur expédition. Mais ce sont surtout les tableaux et les photographies des geysers qui marquent les esprits. Yellowstone compte la plus importante concentration de geysers au monde, soit environ 300. Dans le geyser Clepsydra, l'eau froide s'infiltre par des crevasses étroites jusqu'au noyau en fusion et elle est ensuite recrachée sous forme de vapeur. Ce geyser est en éruption quasi permanente depuis un séisme en 1959. Ces panaches peuvent atteindre 12 mètres de haut. C'est l'un des sites les plus photographiés de Yellowstone. Mais la rencontre de l'eau et des pierres chaudes ne produit pas toujours des résultats aussi explosifs. Non loin de là, les eaux calmes et azures du geyser Excelsior invitent à la baignade. Mais il faut se méfier de l'eau qui dort. Celle-ci est si chaude que même les bactéries les plus résistantes n'y survivent pas. Ce même bleu azur est au centre d'un autre site naturel exceptionnel. Les visiteurs viennent des 4 coins du globe pour l'admirer. Et c'est le plus célèbre du parc. Il s'agit d'une source appelée Grand Prismatic Spring. C'est la plus grande source chaude des États-Unis et la 3e au monde. Le cœur d'un bleu intense est brûlant, mais les eaux plus fraîches qui l'entourent grouillent de vie. Chaque cercle plus clair contient une algue différente qui donne à l'eau sa couleur unique. Les longs panaches, semblables à des flammes qui s'étendent autour de la source, abritent les descendants des premières formes de vie sur Terre. Ces organismes, qualifiés de thermophiles, s'épanouissent dans des environnements chauds. Ce sont ces milliards de bactéries oranges qui créent ces motifs fabuleux. Ces paysages volcaniques colorés sont d'autant plus impressionnants vus du ciel. En 1872, les tableaux de cette source chaude réalisés par le peintre Thomas Moran sont présentés au Congrès et au président Ulysse Grant. Il contribue à les convaincre de faire de Yellowstone le premier parc national américain. Ces merveilles géologiques sont ainsi préservées pour les générations futures. Ce statut protège également les derniers troupeaux d'élands, alors menacés de disparition. Mais l'interdiction de les chasser dans le parc entraîne une dangereuse explosion de leur population. En 1995, les loups sont réintroduits dans le parc de Yellowstone et ils régulent rapidement la prolifération des cervidés. L'un des meilleurs coins du parc pour observer des élans aujourd'hui est la vallée de Hayden. C'est aussi l'endroit rêvé pour voir l'animal emblématique du Wyoming, le bison. Plus de 4000 de ces herbivores vivent aujourd'hui en liberté à Yellowstone. Les meilleures périodes pour les voir sont le mois de mai, quand les petits viennent de naître, et le mois d'août, au moment du rut. Au XIXe siècle, ces animaux sont massacrés à travers tout le continent nord-américain. Un petit groupe de 23 bisons des montagnes parvient à se réfugier dans une vallée et survit tant bien que mal dans le parc de Yellowstone. En 1902, un troupeau de 21 bisons des plaines est introduit pour tenter de croiser les deux sous-espèces.
L'entreprise est une réussite. L'extinction de l'espèce est évitée. Dans le sud du Wyoming, au milieu de nulle part, un étrange monolithe domine la plaine. Cette pyramide en granit se dresse à 18 mètres de haut. L'architecte Henry Hobson Richardson est l'auteur de ce monument isolé construit en 1882. Les plaques commémoratives sont l'œuvre du sculpteur Augustus Saint-Gaudens. Elles représentent les frères Hawkes et Oliver Ames, qui ont contribué à la construction du premier chemin de fer transcontinental. En 1862, le Congrès autorise 2 compagnies ferroviaires concurrentes, la Central Pacific et l'Union Pacific, à construire une voie ferrée à travers le pays. Pendant 7 ans, elles se livrent une bataille sans merci. Oliver Ames est alors président de l'Union Pacific et son frère Hawkes membre du Congrès. Ensemble, ils vont largement contribuer à la victoire de cette dernière. Après leur mort, la compagnie fait construire ce mémorial en leur honneur dans le Wyoming, au point culminant de la voie ferrée. Le chemin de fer transcontinental va jouer un rôle essentiel dans le développement économique de cet État isolé. Il va l'ouvrir au reste du monde. Notamment grâce à cette gare imposante, construite dans ce qui est aujourd'hui la ville de Cheyenne. En 1867, l'Union Pacific cherche à établir un nouveau poste le long de sa voie ferrée. Elle choisit le site d'un camp militaire et lui donne le nom d'une tribu amérindienne de la région. Aujourd'hui, Cheyenne compte plus de 60 000 habitants et c'est la ville la plus peuplée de l'État. Elle abrite aussi le Capitole, dont la construction débute en 1887. La même année, les travaux de la gare se terminent. C'est l'un des nombreux dépôts conçus par Henry Van Brunt, mais le seul de cette envergure encore debout. L'architecte opte pour le style roman et ajoute une tour d'horloge imposante pour symboliser la toute-puissance de l'Union Pacific. Grâce à cette gare, Cheyenne devient un carrefour pour le transport du bétail, des produits agricoles et des minerais, mais aussi pour celui des passagers à destination de l'Ouest américain. Depuis 1983, seuls les trains de marchandises font escale ici. L'immense rotonde construite derrière la gare en 1931 pour entreposer les trains est passée de 48 voies à 7. Mais la plaque tournante qui la desservait tourne toujours. Aujourd'hui, ce dépôt n'abrite plus que des locomotives et des voitures anciennes, datant de l'âge d'or de la firme ferroviaire. L'époque du chemin de fer transcontinental a métamorphosé le Wyoming et a rendu célèbre un jeune homme nommé William Cody. En 1867, la Kansas Pacific Railroad lance une grande chasse aux bisons pour nourrir les passagers et les employés du nouveau chemin de fer. À la fois ancien soldat, éclaireur et cavalier du Pony Express, le jeune William Cody répond à cet appel. En l'espace de 18 mois, il aurait abattu à lui seul plus de 4200 bisons pour le chemin de fer. À l'issue d'un duel de 8 heures contre un chasseur rival, ses qualités de tireur hors pair lui valent le surnom de Buffalo Bill. Un surnom qui va faire de lui une légende. Fasciné par le personnage, l'écrivain Ned Buntline fait de lui le héros d'un roman d'aventure. Les deux hommes montent ensemble un spectacle itinérant et partent sur les routes du monde raconter l'histoire de la conquête de l'Ouest. Une histoire très autobiographique. Car William Cody connaît la région mieux que personne, et il est bien décidé à exploiter toutes ses richesses. Il explore même les plaines désertiques et arides où personne n'ose s'aventurer. Là où les montagnes rocheuses font barrage à la pluie, et où le désert s'étend à perte de vue.
comme dans les dunes de Kilpecker. Il s'agit des plus grandes dunes mouvantes d'Amérique du Nord. Sur environ 450 km², elles dérivent à la surface d'un lac préhistorique aujourd'hui asséché et créent ce paysage lunaire. Ces dunes font partie du Red Desert, un désert d'altitude qui s'étend sur 24 000 km² dans le centre du Wyoming. Malgré son apparence paisible, il cache un passé volcanique agité. Les traces de cette activité ont presque été entièrement effacées par les dunes, sauf ici, où une formation rocheuse semble surgir de terre. Ce pic nommé Boar's Tusk est ce qu'on appelle un neck volcanique. Il s'agit d'une ancienne cheminée qui s'est solidifiée suite à une éruption il y a plusieurs millions d'années. L'érosion a détruit le reste du volcan et dégagé ce relief en forme de pointe. Il se dresse aujourd'hui comme le témoin du passé volcanique de cette région du Wyoming. Il a permis aux premiers Amérindiens de trouver de l'ombre en plein désert, et ils ont fait de Boar's Tusk un lieu sacré. Un peu plus au nord se dresse un autre neck volcanique, également devenu un lieu sacré pour les Amérindiens. Devil's Tower, la tour du diable. Les cinéphiles connaissent bien cette étrange montagne, car elle a servi de décor au film de Steven Spielberg, Rencontre du troisième type. Cette colonne de magma solidifiée de 386 mètres de haut daterait de 50 millions d'années. Une vingtaine de tribus amérindiennes y pratiquent toujours des cérémonies rituelles. D'après leurs ancêtres, cette formation verticale aurait été sculptée par les griffes d'un ours géant. Ils l'avaient surnommée Matotipila, qui signifie l'antre du grizzly. Le nom actuel de Tour du Diable vient d'une erreur de traduction. Malgré les protestations des Amérindiens, le nom a été conservé. Pendant des milliers d'années, les Amérindiens qui vivent dans ces plaines construisent leurs maisons avec le bois des forêts. Ils chassent l'antilope, l'élan et le bison dans les plaines, pêchent dans les rivières et se déplacent à pied. L'arrivée des premiers Européens va changer leur mode de vie, notamment avec la réintroduction des chevaux. Les ancêtres des chevaux actuels seraient apparus en Amérique il y a 4 millions d'années environ, avant de gagner l'Eurasie par le pont terrestre de la Béringie. Quand ils sont réintroduits par les colons européens, les chevaux deviennent rapidement des animaux essentiels pour les Amérindiens. Ils s'en servent pour chasser et se déplacer, mais aussi pour se faire la guerre entre tribus rivales. Les Shoshones règnent alors sur la majorité du Wyoming occidental, avec ses lacs, ses montagnes et ses canyons. Les plaines de l'Est sont le territoire des Cheyennes. Le nord, des monts Bighorn jusqu'à l'est, appartiennent aux Crows, tandis que les tribus Ute et Arapaho se partagent le sud. Ces terres sont essentielles à leur culture, leur religion et leur identité. Mais les colons européens se les approprient quand ils arrivent dans la région, au début du XIXe siècle. À mesure que le nombre de colons augmente, les tribus se lancent dans une campagne sanglante pour défendre leurs terres ancestrales et chasser les envahisseurs. Ce sont les guerres indiennes. Le gouvernement américain envoie la cavalerie et en 1849, l'armée se base à Fort Laramie, sur le site d'un ancien comptoir commercial. Les quartiers généraux et les casernes sont construits la même année.
le fort acquiert rapidement la réputation d'être un haut lieu de débauche. Les soldats livrent des batailles décisives, encore embrumées par les vapeurs d'alcool. Les blessés sont soignés dans cet hôpital de fortune, dont il ne reste aujourd'hui que des ruines. Affaiblie, l'armée américaine est contrainte de battre en retraite, et le gouvernement fédéral demande l'arrêt des combats. En 1868, le grand chef Sioux Red Cloud se rend à Fort Laramie pour signer un traité de paix et mettre fin au massacre. En retour, les tribus amérindiennes du Wyoming redeviennent les propriétaires exclusifs de leurs terres. Mais ce traité est violé par les colons, suite à la découverte d'or dans les Black Hills du Dakota du Sud. Les Amérindiens sont alors expropriés et placés dans des réserves. Cette trahison reste l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire américaine. Non loin des vestiges du fort, se trouve le pénitencier historique de Laramie. Entre 1872 et 1903, 1063 criminels séjournent dans cette prison. Parmi eux, Butch Cassidy, avant sa rencontre avec le Sundance Kid. À 75 km à l'est, ce bâtiment incarne un autre visage de la justice. Il s'agit du Capitole de Cheyenne. La première pierre est posée en grande pompe en 1887. 3 ans plus tard, le bâtiment est enfin achevé, avec son dôme de 45 mètres de haut. Mais l'événement législatif le plus célèbre de l'histoire de l'État survient bien avant la construction du Capitole. En 1869, les autorités de ce qui est alors le territoire du Wyoming accordent le droit de vote aux femmes. Le Congrès américain s'y oppose et menace de rejeter l'entrée du Wyoming dans l'Union. Mais les défenseurs de la loi tiennent bon, et en 1890, le Wyoming devient le premier État d'Amérique où les femmes sont autorisées à voter. En 1919, le 19e amendement accordant le droit de vote aux femmes est ratifié par l'ensemble des États américains.